Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler des relations de couple. Donc pour rappel, tout ce que je dis n'a pas valeur de vérité, c'est juste le témoignage, la transcription de là où j'en suis au jour d'aujourd'hui, de ce que j'ai compris sur tel ou tel thème, au regard de mes expériences, de rencontres que j'ai pu faire, de partage, parfois de lecture, même si je préfère me référer à ce qui est vraiment concret, à ce qui résonne en moi. Donc ici, avant de parler du couple, je vais reparler du masculin et du féminin, que en fait masculin et féminin c'est la même chose. Mais ce que va majoritairement manifester une femme, l'homme va l'avoir aussi de façon plus minoritaire, et vice-versa, ce que l'homme va majoritairement manifester, la femme va aussi l'avoir, mais de façon plus minoritaire. Donc, si on veut se le représenter, on peut considérer que par exemple les femmes, le féminin, a un aspect qui est plutôt concave, et que l'homme, il a un aspect qui est plutôt convexe. Donc là, j'ai fait un petit dessin. Voilà, donc ici sur ce dessin, on voit qu'il y a une sphère, donc ce qui se veut une sphère ou un cercle, qui est divisé en deux, avec une courbe qui va définir un aspect concave. Donc ici, normalement c'est sur la gauche, vous allez voir ce qui correspond à l'aspect féminin, et sur la droite, l'aspect masculin. Donc là, c'est vraiment un ordre d'idées, hein, c'est symbolique, hein, je dis pas que c'est comme ça, mais c'est juste de dire que dans l'idéal, si on mesure la superficie qu'il y a chez le féminin et le masculin, on a exactement la même superficie. Donc en fait, ici, c'est deux surfaces égales, elles sont juste divisées de façon... voilà, les deux côtés sont divisés de façon différente. Donc en fait, c'est 50-50, juste ça prend pas la même forme. Et par exemple, cet aspect concave, on le retrouve au niveau de la sexualité, où la femme, elle va recevoir. Donc voilà, comme concave, c'est vraiment un creux. Et l'homme va avoir l'aspect convexe. Donc vous voyez, voilà, ça c'est un détail, hein, mais c'est à ce niveau-là qu'on peut voir ce genre de choses. De la même façon, euh, l'homme, lui, c'est ce qui correspond plus à la force. Donc ici, je parle de force brute. La femme, elle, c'est ce qui correspond à la puissance. La puissance, c'est la capacité à moduler la force. Donc finalement, un homme sans puissance, c'est une main de fer dans un gant de fer. Et une femme sans force, c'est une main molle dans un gant de velours. Donc la main de fer dans le gant de velours, c'est la force avec la puissance. Donc un homme doit développer son féminin pour pouvoir mieux maîtriser sa force. Et une femme l'homme doit développer son féminin, sa puissance pour mieux maîtriser sa force, et vice versa, la femme, elle doit développer son masculin, sa force, pour pouvoir bien user de sa finesse, de sa puissance. Donc ici, c'est pour introduire qu'il y a vraiment des similitudes, mais qu'il y a aussi des différences structurelles au niveau des hommes et des femmes. Par exemple, si on regarde au niveau du rapport amoureux, le sexe fort, c'est la femme. Mais par contre, le cœur fort, c'est l'homme. Donc ce qui fait que l'homme doit faire attention comment dire, à ne pas blesser la femme là où elle est forte. Donc c'est un peu paradoxal, hein, parce que c'est un petit peu la force de l'un, c'est un peu aussi sa faiblesse. Donc l'homme doit être vigilant à ne pas être brutal physiquement avec la femme, mais la femme doit être vigilante à ne pas être brutale émotionnellement avec l'homme. Alors ici, quand je parle de sexe fort et de cœur fort, c'est finalement là où on est le plus sensible. Donc ce qui se passe aussi, c'est que ces aspects de force, ils vont se traduire encore autrement. Par exemple, les femmes vont craindre de se faire manipuler affectivement par les hommes, parce qu'elles ont aussi ce côté sensible, mais le cœur fort, c'est l'homme. Donc l'homme doit faire attention de ne pas jouer avec les sentiments de la femme. Et vice-versa, comme la femme, c'est le sexe fort, elle doit vraiment être vigilante à ne pas jouer avec le désir de l'homme. Donc les femmes qu'on va qualifier par exemple d'allumeuses, ce sont des femmes qui jouent avec ça, et c'est vraiment quelque chose qui est pas sain. Et bon, voilà. Et le pendant, le parallèle avec l'homme, voilà, de ne pas être l'homme ne doit pas être trop dans la flatterie, dans le fait de jouer avec les émotions de la femme pour arriver à ses besoins. Donc vous voyez, c'est vraiment un respect mutuel entre ce qui est fort et sensible chez l'un et chez l'autre.
et de ne pas abuser de cela. Donc voilà, ça c'était des petites grilles de lecture à prendre en compte, masculin et féminin. Hein, on est égaux dans le fond, mais dans la forme, on est complémentaires et on doit apprendre à prendre soin l'un de l'autre. Donc ici, à l'époque actuelle, on prend beaucoup en compte les violences physiques qui peuvent être faites des hommes vis-à-vis des femmes, ou des violences psychologiques qui peuvent être faites des hommes vis-à-vis des femmes, mais on prend beaucoup moins en compte la violence émotionnelle, par exemple, que peut exercer une femme sur l'homme. Elle peut aussi l'exercer au niveau psychologique, ça j'ai envie de dire des deux côtés, on peut le retrouver. Mais il y a quand même ces facteurs-là. L'homme a plus tendance à être violent physiquement avec la femme, et la femme a plus tendance à être violente émotionnellement avec l'homme. Donc c'est vraiment je le répète, de chercher à prendre le dessus sur l'autre, là où il est plus sensible, où il est plus fragile. Physiquement, l'homme il est mieux constitué euh, que la femme, généralement plus costaud. Et de la même façon, les femmes vont avoir une force, une puissance au niveau émotionnel qui va généralement être plus conséquent que pour l'homme. Donc ceci étant dit, on m'avait donné une grille de lecture qui était intéressante par rapport au couple. On m'avait expliqué que c'était les 4 piliers du couple. Et que pour qu'un couple fonctionne, donc dans l'idéal, c'est d'avoir les 4 piliers, mais c'est un peu comme une table. S'il n'y a que 3 piliers qui fonctionnent, ça tient quand même. Par contre, que si on n'y a que 2 piliers qui sont actifs dans le couple, ben, vous voyez une table où il n'y a que deux pieds, ben, ça se casse obligatoirement la figure. Donc les 4 piliers sont les suivants. Le premier pilier, c'est l'amour. Le deuxième pilier, c'est la communication. Le troisième pilier, c'est la sexualité. Et le quatrième pilier, c'est un projet commun. Donc en fait, voilà. Je peux dire, on peut peut-être mettre le premier en tant qu'amour, mais après, voilà, c'est juste que ce soit présent. Et donc si vous vous amusez à regarder les relations autour de vous ou les relations que vous avez eues, vous allez pouvoir voir combien il y a de piliers, et qu'effectivement, quels que soient les piliers qui sont choisis, si on a au moins 3, ça va tenir. Petite précision, quand même, le projet commun, ça ne doit pas être le fait d'avoir un enfant. Donc un couple dont on va dire le projet c'est d'avoir un enfant, déjà il y a un souci. L'enfant, ce n'est que le prolongement de l'amour et de la relation de couple et de ce qui est partagé entre les personnes. On va dire que c'est un plus, ça doit pas être un fondement de la relation. Donc ceci étant dit, on peut voir que selon les couples, effectivement, il va y avoir un classement de ces piliers, où il va y avoir un pilier majoritaire, c'est vraiment on va dire le ciment du couple, mais c'est ce qui est le plus important, et ensuite il va y avoir d'autres facteurs qui vont intervenir, donc pour un couple qui fonctionne, 3 ou 4 de ces facteurs. Donc en fonction de comment ça peut évoluer, et ben le couple peut être amené à se renforcer ou à contraire à péricliter, voire à se séparer. Notamment par exemple si on voit que la communication commence à cesser pour X ou Y raison, généralement c'est des non-dits, des choses qui ne sont pas pardonnées. Voilà, si ce pilier commence à disparaître, le couple peut être en péril. De la même façon, s'il y a un manque de délicatesse, ça peut aussi se répercuter au niveau de la sexualité, et pareil, ce pilier peut s'effondrer. L'amour, si je puis dire, c'est un peu le parachèvement de tout, donc forcément, si sur les autres niveaux ça c'est compliqué, l'amour aussi ça peut être compliqué. C'est pas toujours, mais bon voilà, c'est ce qui me vient là, quoi. Et que de la même façon, pour le projet commun, si à un moment le couple avait un projet et que le projet est accompli et que derrière il n'y a plus d'autres projets, c'est pareil, il y a un pilier qui peut s'affaisser, ou peut-être un projet qui n'arrive pas à terme. Voilà, donc ça c'est vraiment tout un ensemble de choses, c'est vraiment des grilles de lecture importantes. Et que donc aussi pour les couples qui veulent perdurer, c'est d'identifier à quel niveau il peut y avoir une problématique et de voir s'il est possible ou non de la résoudre. Il y a un dicton que j'aime beaucoup, c'est s'aimer ce n'est pas se regarder dans le blanc des yeux, donc là s'aimer dans le sens de la relation de couple, mais c'est avancer, regarder ensemble dans la même direction. Et donc ce qui se passe, c'est que nous sommes vraiment des êtres évolutifs. Fondamentalement, nous sommes seuls, c'est chacun sa barque, et que donc quand on crée un couple avec quelqu'un, en fait c'est deux barques qui s'accolent, et on avance ensemble. Et pour bien avancer ensemble, on essaie de prendre en compte l'autre, et de garder un cap qui est proche.
il y a une vitesse qui est proche. Mais si à un moment, soit que la vitesse, elle change, ou si les directions sont trop opposées, forcément, ça met le couple en péril, et là, il y a des décisions qui doivent être prises. Alors, toujours dans ces optiques-là, donc j'ai gardé la parabole de la barque, c'est chacun doit être dans sa barque. S'il y en a un qui vient dans la barque de l'autre, ça peut pas fonctionner. Si on a un qui est pas dans sa barque et qui est dans la rivière, par exemple, ça ne va pas fonctionner non plus. On ne doit pas être dans des processus de sauveur ou de fusion. C'est chacun qui est indépendant, chacun qui s'aime par lui-même. Donc, autre aspect fondamental, dans la relation de couple, on n'est pas là pour aimer l'autre, on n'est pas là pour être aimé par l'autre. On est là pour partager l'amour que l'on a pour nous, afin d'aider l'autre à s'aimer lui-même encore plus. Une relation de couple, une relation d'amour, c'est un partage d'amour. Si on n'a rien à partager, ça peut pas prendre. Donc on n'a pas à attendre de l'autre ce qui nous manque, c'est on doit le faire émerger en nous, mais par cette notion de complémentarité, l'autre, parce qu'il manifeste à l'extérieur, il est l'écho de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de l'autre polarité, et il nous aide à la faire grandir. Donc une autre façon d'appréhender le couple, donc c'est une autre image par rapport à ce que j'évoquais avant, des personnes qui ne sont pas en connexion avec leur polarité intérieure complémentaire, ils vont leur manquer une moitié. Donc l'homme il est ici, il lui manque son féminin, et la femme qui est ici, il lui manque son masculin. Donc la tentation, c'est de se rassembler, donc c'est le 1,5 plus 1,5 qui donne 1. Et donc effectivement ici, au niveau du couple, les personnes elles se sentent complètes. Elles se sentent complètes, mais seulement quand elles sont avec l'autre. Donc ça, c'est des relations de couple qui sont généralement avec des profils fusionnels. Ça me donne toujours l'image de cette fameuse course où on a le pied accroché à la jambe de l'autre, donc c'est pas on fait une balade ensemble, c'est on est accroché l'un à l'autre, et que donc dès qu'il y en a un qui bouge trop par rapport à l'autre, et ben ça crée forcément des tensions. Donc ça donne des couples qui sont très contrôlants l'un sur l'autre, et généralement ça devient rapidement invivable. Donc ça c'est une grille de lecture. Donc l'idéal, c'est de chacun être une unité. Donc ici c'est les cercles 1 plus 1 qui donne l'infini. Mais encore une fois, ces unités qui se rencontrent, on va dire un peu ces barques qui se rencontrent, elles ne doivent pas le faire n'importe comment. À savoir que si les mondes ne se touchent pas, il n'y a pas de relation. Dès que ça commence à se rapprocher, à se toucher, il y a un début de relation. Et le but du jeu, c'est que ça s'entrelace. Donc ça, c'est fait dans les aurores. C'est aussi ce qu'on fait dans les corps et aussi au niveau de l'énergie, ça s'entrelace. Et ici, le symbole que je fais, c'est ce qu'on appelle la vesica piscis. C'est-à-dire que le bord du cercle ici, il est au centre de l'autre cercle et vice-versa. Et donc ça, c'est quelque chose qui est harmonieux. Mais là, on voit que la zone de contact, de partage entre les deux personnes dans le couple, elle est finalement minoritaire par rapport à l'espace qui reste dans chacun des cercles.